vous propose qu'on démarre par cette introduction et présentation sur une transformation industrie du futur, 4.0 un peu partout dans le monde, et principalement dans l'univers PME. C'est ce qui nous intéresse côté BPI, donc on va commencer peut-être les présentations. Donc je suis Hervé Pansera, je travaille chez BPI là, depuis une dizaine d'années, et j'ai la chance de m'occuper des sujets industriels, et plus particulièrement de l'industrie du futur. Je vais laisser la main à Yannick puis à Thomas qui vont vous présenter comment ils ont transformé et démarré cette transformation industrielle au sein de la société Valorbe avec l'accompagnement de Yannick. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Yannick Feillant, je suis consultant indépendant et je suis spécialisé dans la transformation industrielle et notamment sur les enjeux d'Industrie 4.0. Et j'ai eu le plaisir d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle Industrie 4.0, zéro bullshit. Et bon voilà, on va essayer de se dire un peu la vérité aujourd'hui justement. Je l'ai lu et il y a effectivement zéro bullshit. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas Prigent et je suis directeur industriel pour une entreprise qui s'appelle les usines métallurgiques de Valorbe, basée en Suisse. Alors le thème de la journée, tel que l'a décidé BPI France, c'est la vérité. Et donc je pense qu'on est obligé de faire sur l'industrie 4.0 un petit exercice de vérité pour commencer. Parce que l'industrie 4.0, quand ça a démarré en 2011, c'était beaucoup de promesses. On devait notamment gagner fortement en compétitivité. On devait relocaliser massivement de la production, voire réindustrialiser, quelle que soit la signification de ce mot-là. Et la réalité, c'est que quand on... j'ai arrivé sur le bon bouton. Quand on visite des usines, quand je visite des usines, la réalité est malheureusement un peu plus mauvaise. Et donc, il n'y a pas une seule usine que je visite, à quelques exceptions près chez certains de mes clients. Il y a très très peu d'usines où je ne vois pas un robot arrêté, un robot tout neuf, qui a pu coûter 150 000, 500 000, 1 million d'euros. Un robot tout neuf qui ne tourne pas ou qui tourne à petite cadence, 5, 10, 15% de sa capacité. Il y a très souvent aussi des logiciels qui ont été achetés à prix d'or et qui ne tournent pas 2 ans, 3 ans, 4 ans après et qui ne sont toujours pas déployés ou pas encore complètement utilisés. Et il y a même certains cas que moi je trouve dramatiques où certains de mes clients avaient investi dans des machines pour 1 million d'euros, machines tournant à 10% de sa capacité, et puis voilà, petit retournement de conjoncture, baisse des volumes, baisse du chiffre d'affaires et difficulté à rembourser les prêts et des situations qui peuvent être très délicates. Donc ça c'est un peu le côté sombre de l'industrie 4.0 quand on regarde au niveau des entreprises. Au niveau macroéconomique, malheureusement, si on regarde les chiffres, c'est pas beaucoup plus reluisant. Là, vous avez l'évolution de la productivité industrielle sur quelques pays d'Europe depuis 1990. Et puis la barre rouge au milieu, c'est l'avènement du terme Industrie 4.0 en 2011. Et puis ce qu'on voit, c'est que tendanciellement, la croissance de la productivité industrielle, elle n'est pas meilleure après la barre rouge qu'avant la barre rouge, voire même elle est un peu plus plate. Alors je vous passe ce qui s'est passé après le Covid, parce que vous savez qu'il y a des événements bizarres à ce moment-là, mais la promesse de productivité massive, la promesse de relocalisation, elle n'est pas là non plus. Donc il y a un problème, et pourtant, quand on travaille avec des clients sur des cas très concrets, quand on fait des missions d'accompagnement auprès de nos clients, on trouve des marges d'amélioration significatives, de 20 à 30% sur plusieurs des métriques de performance industrielle. Alors j'ai commencé par le bas, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, mais sur les délais, la qualité, les coûts et même le BFR, on est capable de dégager sur certaines missions de 20 à 30% de performance industrielle sur au moins une de ces métriques. C'est rare qu'on puisse aller chercher tout ça sur toutes les métriques, et parfois sur plusieurs. Et puis on oublie souvent aussi que si on apprend les choses correctement, on peut aussi transformer l'expérience client ou même transformer le business model grâce à l'industrie 4.0. Et donc on a une sorte de paradoxe qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Un paradoxe qui est qu'au niveau macroéconomique, visiblement l'industrie 4.0 n'a pas d'impact. Qu'au niveau des entreprises, quand on les visite, il y a beaucoup de robots d'investissement 4.0 qui ne tournent pas. Et en même temps, on est capable d'aller chercher dans certaines entreprises des potentiels de gains de 20 à 30%. Donc aujourd'hui, on va essayer de résoudre ce paradoxe. Mon point de vue, mon constat, c'est qu'il faut un changement d'approche sur l'industrie 4.0, un changement de méthode, ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais plutôt que de parler de théorie et que de parler de méthode tout de suite, je voudrais laisser parler à Thomas, qui est directeur industriel des usines métallurgiques de Valorbe,
qui a mené une transformation qui me paraît exemplaire et qui a réussi à obtenir des résultats vraiment significatifs. Et vous verrez, le logiciel qui a été appliqué, ce n'est pas du tout le logiciel qui est d'habitude appliqué sur l'industrie 4.0. Thomas, si tu veux bien. Merci, je veux bien le pointeur. Merci Yannick. Donc je voulais évoquer, je travaille pour une entreprise qui s'appelle les usines métallurgiques. Et du coup, on travaille dans la métallurgie, on fabrique des limes pour l'industrie, pour plusieurs marchés. Et il y a quelques années, l'un de nos secteurs d'activité avait rencontré des difficultés significatives. On avait des délais d'écoulement qui étaient des temps de livraison pour nos clients qui étaient très longs. Et puis la productivité, la performance industrielle était vraiment en chute libre. À tel point que nos actionnaires considéraient arrêter l'activité concernée. Et donc, on devait agir vite et on avait des moyens limités. Donc, en quelques mois, on a réussi à diviser nos encours par 2 en 6 mois. On a réduit nos délais de production également par 3 sur cette même période de temps. On a amélioré significativement notre service, on l'a ramené à 98%. Et puis, on a divisé par 4 nos coûts de rebut, tout ça en moins d'une année. Donc, on a eu des résultats significatifs. Et finalement, ça, on l'a fait avec peu de moyens, comme je vous l'ai évoqué. Par contre, on l'a fait avec beaucoup de méthodes et puis avec un engagement plein de nos équipes. Lorsqu'on cherche à avoir du changement, finalement, la première chose qu'on a faite, c'est communiquer de manière très transparente sur l'état de santé de notre activité auprès de nos collaborateurs. On leur a dit la vérité, rien que la vérité. Et finalement, ça a totalement libéré les esprits et ça a permis de faire émerger les idées du terrain. Une fois qu'on a pu mettre tout le monde dans le même bateau, eh bien, on a essayé de mesurer correctement la performance et puis on a vite été confronté au fait que on n'avait pas les bons indicateurs. On regardait pas correctement certaines métriques clés et nos goulots, donc ce qui permet de livrer et cadencer sur chacune des lignes de produits, n'étaient pas correctement pilotés et mesurés tel qu'on l'attendait. Et donc, on a complètement revu notre système de management, ce qu'on appelle les AIC, les animations à intervalles courts, donc c'est des stand-up meetings, et tous les jours, l'objectif c'est de regarder la performance. Ça à tous les échelons de l'entreprise. Et l'objectif c'est de regarder les problèmes et de les adresser. Et donc, dès qu'il y a une déviance, finalement par rapport à l'attendu, eh bien, on doit le justifier. Et donc, c'est avec ce genre de démarche qu'on a pu commencer à engager la roue. Et donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça coûte de faire ce genre de démarche, déjà, sachez que l'investissement en temps était très réduit, puisque en 2 semaines pour une personne, eh bien, on a commencé à faire des fichiers Excel, à remonter les indicateurs de l'ERP, donc ça veut dire faire du paramétrage sur l'ERP pour aller sortir au bon endroit finalement ce qui nous intéressait. Et avec ça, on a pu avoir vraiment la vraie lecture et regarder les problèmes en face. Je voulais juste préciser quelque chose. Vous aviez aussi quelque chose qui nous a bien aidé. Vous aviez déjà une BI qui était en place. Et donc on a pu utiliser cette BI pour mettre en place les indicateurs assez rapidement. Donc il y avait déjà plein d'indicateurs qui n'étaient pas forcément toujours les bons. Mais quand on a fait le diagnostic et qu'on a identifié les bons indicateurs dont on avait besoin, finalement le fait d'avoir la BI, et c'est là où on retrouve l'industrie 4.0, on a pu remettre la bonne donnée rapidement au centre de notre démarche. Et c'est des choses qu'on regardait tous les jours, toutes les semaines. Et on a continué à taper en permanence sur toujours les mêmes indicateurs pour les faire progresser. Et c'est ça qui a beaucoup aidé. Donc la BI et la donnée ont été au cœur de la transformation. Et merci pour la précision, Yannick. Et donc, lorsqu'on cherche à améliorer la performance, finalement, on a 3 gros métriques qu'on peut appeler la productivité, la qualité et les délais, ce que Yannick a présenté. Et donc, sur les délais, on a commencé à repartir sur une feuille blanche, c'est-à-dire à s'assurer de l'adéquation entre la demande commerciale et ce qu'on était en train de fabriquer en production. Et donc, ce qu'ils appellent un plan industriel et commercial, ça a une déclinaison réellement opérationnelle lorsqu'on parle de plan de production. Et du coup, sur chacune de nos lignes de produits, eh bien, on s'assurait d'avoir la bonne adéquation entre ce qu'il fallait qu'on sorte et puis les ressources qu'on plaçait sur chacune des lignes. Et ça, couplé avec un pilotage très fin sur les goulots d'étranglement, donc ce qui cadence encore une fois la production, eh bien, ça nous a permis de réduire significativement nos délais. En 2019, on livrait nos clients avec des délais moyens de production à 6 mois, à 120 jours. Début 2020, on les avait ramenés à 80 et courant d'année 2021, on les a ramenés à une trentaine de jours.
Et du coup, sachez qu'aujourd'hui, on continue à travailler finalement sur les mêmes métriques et aujourd'hui, on livre en 15 jours. Donc on est passé de 6 mois à 15 jours. Donc on a complètement fait effondrer nos délais et avec simplement l'approche que je viens de vous présenter. Et pour revenir sur le pilotage des goulots, parce que ça peut avoir une connotation très galvaudée, un exemple peut-être un peu plus récent. L'échelle de temps, pardon, n'est pas la bonne. Fin 2024, on avait une ligne de produits sur laquelle finalement on était peu engagé auprès de nos clients. La demande était stable. Et tout d'un coup, la demande a explosé. Donc, on a multiplié par 4 la demande sur cette même ligne. Et donc, eh bien, on a vite été confronté à la réalité de la machine en question, qui était unique et critique pour venir emballer nos produits. Eh bien, confronté à ça, on avait le choix de reporter les commandes. Et lorsqu'on a commencé à discuter avec nos clients du est-ce qu'on peut vous livrer plus tard, on a eu le retour du non, ce qui s'entend. Vous ne pouvez pas reporter les commandes sur 6 mois. Et donc, on a été directement confronté à OK, il faut agir. Et donc, on a déployé une solution SaaS pour venir mesurer la performance de la machine. Donc, on est venu mesurer le TRS. Donc, c'est un terme pour le taux de rendement synthétique. Donc, en fait, c'est l'output réellement que peut sortir votre machine, ce qu'elle peut sortir théoriquement et ce qu'elle sort réellement. Et là, on s'est rendu compte que la machine, elle avait un niveau de performance de 40%, ce qui n'est très loin des attentes qu'on pourrait en avoir. On a rapidement travaillé finalement sur les têtes de liste de Pareto, donc sur les causes premières qui généraient la non-performance. Et puis, on a gagné 30 points en 2 mois. Et ces 30 points gagnés en 2 mois, finalement, ça nous a permis de répondre au délai de nos clients dans les temps et tout de suite livrer. Et quand on y pense, par le passé, l'entreprise s'était dite, eh bien, si la demande augmentait, on allait racheter une deuxième machine. Parce que on ne connaissait pas le niveau de performance, on ne regardait pas la réalité en face. Et on parle d'une machine à 1 million. Donc, c'est encore une fois des capex significatifs. Donc, ces 1 million-là, on peut les réinvestir dans finalement vraiment autre chose. Et je voudrais insister sur le TRS, alors sur cet exemple-là, parce qu'on a un exemple d'industrie 4.0 frugale. C'est-à-dire que la solution SaaS de mesure du TRS, ça a été permis grâce à des offres de solutions qui sont vraiment dans le domaine de l'industrie 4.0. Ça coûte vraiment pas cher et vous le voyez, il y a des leviers significatifs. Et très souvent, quand j'accompagne soit des startups industrielles, soit des entreprises en croissance, le premier réflexe de ces entreprises, c'est de dire « Ah mais j'ai un problème de capacité, je vais racheter une machine ». Et je dis « Non, et votre TRS ?» Et la notion de TRS, et à certains avec qui j'ai déjà discuté du sujet dans l'assistance, la notion de TRS, elle est ultra importante pour bien utiliser vos collaborateurs et pour bien utiliser vos machines. On s'est parlé délai. Et finalement, sur l'enjeu qualité, on a eu exactement la même approche. C'est-à-dire qu'on avait des rebuts qui étaient détectés sur nos fins de ligne, qui nous coûtaient significativement en coût. Ça nous coûtait 100 000 francs par mois début de 2020. Et donc, ça nous coûtait très cher parce que finalement, les différentes opérations, si on les détecte en fin de ligne, eh bien, les coûts unitaires s'accumulent exactement. Et donc, on a eu une démarche d'aller regarder les données et de se poser la question, où est-ce que sont générés ces rebuts, pourquoi est-ce qu'ils sont là, et est-ce qu'on peut les détecter déjà au plus tôt. Donc déjà avec une démarche très simple déjà est-ce qu'on peut aller les souper sur la machine. On a commencé à engager cette démarche et ça nous a permis très rapidement de diminuer nos coûts de nos rebuts. Et puis lorsqu'on en est là et qu'on regarde les rebuts au plus proche, eh bien, il y a tout de suite la démarche du maintenant qu'on les voit, pourquoi. Et on est tout de suite sur la machine et finalement on n'a pas l'inertie de récupérer les rebuts 6 mois plus tard en fin de ligne. Et donc, on a commencé à travailler sur l'amélioration en tant que telle de nos machines. Et on avait l'opportunité du coup d'améliorer certaines machines et on a priorisé nos actions avec des actions frugales, de rétrofit de nos machines. On a essayé de faire le juste nécessaire, donc des positions par exemple à 15 000 francs, pardon, on est suisse, avec des retours sur investissement du coup qui étaient très courts, de l'ordre de 6 mois. Et donc ça nous permettait tout de suite de faire tomber des gains significatifs. Et lorsqu'on parle de retrofit machine, encore des exemples qui sont assez intéressants. Ce qui est représenté sur la gauche de la slide, c'est nos premières machines qui dataient des années 60-70, donc quand même relativement anciennes, et le retrofit de nos machines qu'on a opérées il y a quelques années. Et donc, lorsqu'on était sur ces machines, finalement, et qu'on regardait ce qu'on voulait améliorer, eh bien, les retours de nos opérateurs étaient faut changer totalement la machine, vous comprenez, faut tout revoir, c'est les années 60, il n'y a rien qui marche comme on l'attend. Et ça, c'était tout de suite un frein majeur. Il fallait tout de suite redépenser des centaines de milliers de francs, ce qui était très contraignant. Je vous l'ai évoqué, on avait peu de moyens. Et donc, on a essayé de challenger toutes ces hypothèses pour se dire, est-ce qu'on peut le faire de manière frugale, avec le moins de coûts possible. Et donc,
on a revu toutes ces actions techniques et finalement, on est venu simplement motoriser certains axes et faire le juste nécessaire qui nous permettait d'avoir des retours sur investissement immédiats, sans avoir à faire la machine, et ce qui nous permettait aussi de la délivrer tout de suite. Tu as une idée de prix un petit peu ramené au prix d'une machine, 20%, 30% en termes de rétrofit, le coût Alors, j'ai pas le coût historique là sur ces machines, mais en l'occurrence, on parlait de 20 à 30 000. Parce qu'on faisait juste, on changeait les moteurs, on est venu rajouter des commandes numériques, on a fait le juste nécessaire. Et ça a eu un impact colossal sur les temps de réglage, parce que la machine de gauche, elle était réglée en 4 à 5 heures, et la machine de droite qui est la même, juste avec du rétrofit, voilà, et elle est réglée en une demi-heure. Exact. Donc en effet, pour nos délais, ça participait. Et donc c'est vraiment sur les 3 axes qu'on avait des résultats corrélés. Et donc, encore une fois, on a essayé de prioriser nos actions avec les positions sur lesquelles on avait les meilleurs retours sur investissement, mais toujours en se posant la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et ça nous permettait d'enlever tout ce qu'il y avait sur les piles du besoin et d'aller au juste nécessaire. On cherchait aussi des actions avec des notions de rupture, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, finalement, en venant travailler sur la machine, est-ce qu'on est capable d'automatiser ce qu'il y a en amont ou en aval? Et ça, on avait trouvé également des positions. Mais la plus belle chose qui s'est produite finalement, ça a été que certaines actions d'automatisation venaient du terrain. Et donc, en ayant engagé la démarche et en ayant communiqué très clairement aux opérateurs pourquoi est-ce qu'on le faisait et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le choix, si on ne le faisait pas, on arrêtait, et c'est eux qui nous disaient, en faisant ça, on peut automatiser cette opération-là. Et là, la magie opérait et on a eu des résultats significatifs sur l'ensemble du flux de production. Et du coup, j'espère que c'est ça que vous retiendrez de mon message, c'est que la transformation de l'entreprise, on l'a fait vraiment de manière horizontale, tous les endroits de l'entreprise, à tous les échelons hiérarchiques. Et le facteur clé commun, finalement, ça a été vraiment l'adhésion des équipes partout, et notamment des opérateurs. Merci Thomas. Du coup, si on revient un peu sur les enjeux de méthode sur l'industrie 4.0, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cet exemple? Déjà, je veux revenir sur les freins qu'on rencontre au quotidien dans les entreprises et qui vont bloquer l'industrie 4.0 dans nos PME industrielles. La première, c'est d'abord un raisonnement qui est trop technocentré. Moi, c'est ce que j'appelle le paradigme de la solution technologique unique. Vous allez avoir le raisonnement de base, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai un problème de capacité, je rachète une machine. Je veux dire, j'achète une machine pour traiter un problème de productivité ou j'achète une machine pour traiter un problème de capacité. C'est un paradigme technologique. Alors pourquoi unique? Parce qu'on ne se pose pas la question de mais finalement, est-ce que ce n'est pas mon pilotage d'usine? Est-ce que ce n'est pas le développement de mes collaborateurs que je dois travailler, etc., etc. Et vous voyez, chez Thomas, les premiers résultats qui ont été obtenus, c'était vraiment uniquement par rapport du pilotage. On a eu les premiers résultats avant même, il a fallu 3 à 6 mois avant de déployer les premières machines, mais les premiers résultats, on les a eus quasiment tout de suite. Donc, pensez autrement que uniquement technologie. Et puis même si vous dites j'ai besoin de technologie là, je ne dis pas qu'il ne faut pas de technologie, on en a injecté pas mal chez Avalorb et on est encore en train d'en réinjecter. Mais il faut raisonner avec plusieurs niveaux. Est-ce que la technologie à laquelle vous pensez en premier, est-ce que c'est vraiment celle dont vous avez besoin? Parce que vous avez peut-être d'autres alternatives qui vont faire aussi bien le job ou 90% du job et qui vous coûteront peut-être moins cher. Et donc il faut raisonner avec plusieurs niveaux avec un panel de solutions, et pas partir bille en tête sur une solution. Ensuite, dans les PME, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup, une ressource qui est très, très limitée, c'est les ressources humaines. Vous êtes tous à fond, vos collaborateurs sont à fond, et vous n'avez pas des heures et des heures à passer. Et ça, c'est un sujet, donc on sous-estime souvent la conduite du changement, alors déjà auprès des opérateurs, mais aussi le temps qu'il faut passer pour mener les projets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en PME et qu'on veut réussir sa transfo, il faut vraiment choisir les sujets à plus forte valeur. Je ne dis pas forcément du ROI, on peut passer outre le ROI, mais à plus forte valeur. Et puis, dernier point qui est lié, c'est votre budget aussi. Il n'est pas infini. Et puis, en PME hexagonale, ce que je constate, on n'a pas les volumes. Les volumes ne sont pas là. Et souvent, on a quand même une forte diversité. Et donc, le fait de ne pas avoir les volumes, ça fait qu'on n'amortit pas forcément, on n'a pas forcément la rentabilité par rapport à la robotisation, par exemple. Et puis, si en plus, on a de la forte diversité, dans certains environnements, c'est très pénalisant, parce que vous allez pénaliser complètement votre robotisation. Donc, ça ne marche pas. Il faut réfléchir autrement. Et pour réfléchir autrement, moi, ce que je propose, et ce que je constate qui fonctionne, c'est d'avoir un raisonnement à 360 degrés. Donc, ça veut dire, pas seulement penser techno, il faut penser à d'autres choses. Et vous voyez, en haut à gauche, en premier, il y a l'humain.
Il faut raisonner, il faut faire un diagnostic qui se porte aussi sur l'humain, qui porte aussi sur les process. Et quand on est dans une usine, les process, c'est les flux. Hein. Il faut raisonner en termes de flux. Il faut raisonner en termes d'organisation et en termes de pilotage. On parlait d'AIC tout à l'heure. C'est vraiment, s'il n'y a qu'une seule chose que vous deviez retenir de cette présentation, c'est lundi matin, il faut que je m'assure que j'ai des AIC dans mon usine, ou il faut que je m'assure qu'ils opèrent correctement, qu'ils apportent vraiment la valeur. Voilà, ça c'est pour lundi matin. Et puis en bas à gauche, j'ai une petite coquille, j'ai marqué système d'information et évidemment la technologie. Mais la technologie, elle est là pour répondre à un besoin de transformation. Donc il faut partir sur un diagnostic, mais comment on fait ce diagnostic? Eh ben, moi je propose un retour aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est, je vais utiliser un gros mot, mais c'est le Lean, ou les techniques du Lean, c'est faire une cartographie de la chaîne de valeur pour pouvoir bien positionner où sont les enjeux, mais vraiment les positionner et pour les prioriser. Ça veut dire identifier où sont les goulots pour pouvoir, ça c'est souvent un indice, il ne faut pas forcément que prioriser les actions sur les goulots, mais c'est quand même souvent un indice de priorisation qu'il faut prendre en compte. Et puis vous avez des techniques aussi de transformation qui vont être les chantiers Kaizen. C'est comment j'optimise les postes pour réduire la non-valeur ajoutée, les pas, les gestes qui servent à rien, l'ergonomie, l'améliorer. Ça va être des techniques comme le SMED, que vous connaissez peut-être, alors qui est complètement sous-estimé dans les PME industrielles françaises. On raisonne souvent à temps de changement de format constant, mais le SMED, c'est une technique qui permet d'avoir des temps de réduction significatifs des changements de format. Et ça, c'est totalement sous-estimé. Ça, c'est peut-être la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est le SMED. Et le TRS, sur vos goulots en particulier, qui vous permettent de voir si votre machine, si elle tourne vraiment. Est-ce qu'elle tourne? J'ai des clients dans la pharma, leur machine tournait à 25%. Et donc bon, avant de réinvestir, il y a quand même une marge de manœuvre, même si la pharma, c'est un domaine qui est sous contrainte réglementaire, il y a quand même des marges de manœuvre. Donc tous ces outils-là, il faut se les réapproprier, il faut poser le diagnostic et il faut les utiliser pour faire la transformation. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on a utilisé le mot tout à l'heure, c'est la frugalité. Il faut toujours penser, quand on est en PME, frugalité, parce que votre ennemi, l'ennemi de l'industrie, c'est les frais fixes. Hein. Et donc, acheter une grosse machine, c'est des frais fixes significatifs. Il faut être sûr que vous en avez vraiment besoin. Donc, moi, j'ai deux méthodes pour challenger le besoin. C'est toujours imaginer des solutions alternatives. Je recommande jamais un investissement à mes clients sans dire est-ce que j'ai bien pensé à toutes les solutions. Je ne suis pas sûr de les avoir toujours, mais je me force à me poser cette question-là. Et je vous invite à faire pareil, qu'elles soient non technologiques ou qu'elles soient technologiques. Et puis, challenger les ROI marginaux, ça c'est un travail qu'on a fait avec un de mes clients qui avait un plan d'investissement de 4 millions d'euros. À la fin de la mission, on a apporté de la même valeur pour 2,5 millions. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a challengées. On a sorti certains investissements et on les a remplacés par des actions non technologiques. Et puis sur certains endroits, on avait besoin de robotiser des îlots. On a raisonné en ROI marginal en se disant, voilà, cet îlot-là, robotisé, il gère combien de fonctions? Il en gère 5. Parmi les 5, on a regardé combien chacune coûtait en coût marginal pour ajouter, qu'est-ce que ça rapportait. Sur certains îlots, on a dit, tiens, telle fonction qui coûte 100 000, elle nous fait gagner que 10% du gain qu'on espère faire, on laisse tomber. On laisse tomber ces 100 000 et puis de toute façon on réengagera l'opérateur qui fera cette opération manuellement à côté. C'est comme ça qu'on a pu trouver et optimiser le ROI des différentes actions. Et mon client est très content parce que ses objectifs de volume, ils ne sont pas encore là et donc il est content d'avoir limité ses invests. Voilà. Les bénéfices, c'est quoi? Bon, si j'en retiens qu'un, ceux-ci on les a déjà mentionnés, mais si j'en retiens qu'un parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et ça va être intéressant de répondre à vos questions, c'est que les bénéfices de la démarche, c'est que comme vous n'allez pas travailler seulement la technologie, mais que vous allez travailler tout l'environnement qui est autour, vos process, votre organisation, vos flux, les compétences de vos collaborateurs, etc., etc. Les gains que vous allez avoir, ils vont être profonds et ils vont être pérennes. Voilà, merci pour votre attention. Je vous propose qu'on passe aux questions. S'il y a quelques questions sur le sujet. Vous avez vu qu'on est parti de la stratégie des enjeux, des solutions techniques quand même assez frugales et simples, des solutions d'investissement avec des ROI rapides et beaucoup d'organisation et de lean manufacturing. On n'a pas parlé des 50 briques technologiques qui pouvaient être intéressantes et il faut surtout le faire à ce moment-là que quand on a questionné les enjeux principaux, c'est-à-dire 3 à 5 maximum au sein de l'entreprise. Merci. On a vu essentiellement de l'amélioration continue.
Dans quel cas il y a des exemples effectivement où la technologie change le modèle? Alors, quand on l'a fait au niveau de BPI, on a fait l'équivalent de 300 Diag Industrie du futur avec le CETIM, où on a déployé un outil qui correspond à ce que Yannick nous a décrit sous forme d'A360. Sur 10% des PME, parce qu'on intervenait essentiellement dans cet environnement-là, ça représente 10% de ces entreprises sur lesquelles il y avait un enjeu technologique sur lesquels on a dû intervenir après. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, parce que certaines avaient commencé déjà à investiguer sur des robots, des cobots, des choses comme ça. Mais globalement, lorsqu'on est arrivé à ce constat-là, il y a 10% à peu près des entreprises sur lesquelles ça valait le coup d'aller voir et de questionner des briques technologiques, et essentiellement sur les 3-4 enjeux prioritaires. Alors là, il y a quand même, mine de rien, on n'a peut-être pas assez insisté, mais il y a de la techno derrière. C'est-à-dire que derrière le plein d'investissement, qu'on a eu des gains très rapides en travaillant sur la perf, et on avait aussi tout un plan de transformation des machines qui était du rétrofit, mais pas que. C'est parce que le travail que vous avez fait, c'était aller au-delà de faire des choses qui refonctionnent normalement. C'était vraiment des vrais gains. Et on avait un plan d'1 million derrière d'investissement. Donc là, il apparaît pas, mais c'est par paquet, 25 000, 50 000, etc. Avec chaque fois des ROI très rapides. Et puis la solution 4.0 là, de mesure du TRS, c'est aussi du 4.0. Donc il y a de la techno derrière, mais c'est pas de la techno. Il y a 1 million, mais c'est pas 1 million en une machine. C'est 1 million en 25, 30, 40 machines. Et après, il y a d'autres clients où, à un moment donné, on dit bah oui, bah là, il faut robotiser. Là, il faut faire une mise en ligne. Alors, on a les projets qu'on a aujourd'hui, on peut pas en parler, mais ils sont de cet ordre-là et on passe un cran. D'autres questions? Alors, juste un complément, on a beaucoup parlé des solutions non technologiques et je vous ai dit, bon, alors il faut arrêter de raisonner en technologie et il faut d'abord faire un diagnostic pour pouvoir derrière savoir de quoi on a besoin. Bon, en fait, je vous ai un peu menti, et comme on a dit qu'on se dirait la vérité, il faut que je corrige quelque chose. Alors moi, je pousse beaucoup dans ce sens-là, parce que ce que je constate, c'est qu'on raisonne tous plutôt naturellement en disant « je pousse de la techno ». Et les offreurs de solutions, que j'aime beaucoup, je travaille au quotidien avec eux, ils vous poussent de la techno. C'est leur métier, et c'est pour ça que le terme d'industrie 4.0 a été inventé. Hein. C'est du marketing. C'est pas apparu par hasard, c'est vraiment du marketing. Donc moi, je tiens un discours inverse. Et en même temps, comme je vous dois la vérité, je dois vous dire que pour faire un bon diagnostic, il faut quand même aussi baigner dans la techno de votre business et de votre industrie, parce que sinon il y a des choses que vous ne pourrez pas savoir que en fait ça fonctionne pas. Vous êtes loin de la cible. Donc vous devez à la fois être capable de poser votre diagnostic selon les meilleures pratiques de management industriel, et en même temps il faut que vous connaissiez toute la veille. Il faut que vous ayez une veille technologique sur ce qui se fait dans votre domaine, sur ce qui se fait à côté de votre domaine, parce que ça peut donner des idées, etc. Parce que le jour où vous allez poser votre diagnostic, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai vu des clients, la manière dont ils bossaient, je disais, il n'y avait rien d'indécent. Et en même temps, ça clochait. Et après, je me dis, bah oui, parce que j'ai vu des choses similaires ailleurs, et c'était pas fait du tout comme ça, parce que là, il y avait une machine qui faisait le truc, et tu avais 2 bonhommes qui le faisaient à cet endroit, et là, il y avait un intérêt à libérer de l'énergie et de la ressource à cet endroit-là. Et donc, autant je vous ai dit pendant toute la présentation, arrêtez de raisonner en technologie, mais il faut quand même, pour être capable de le faire bien, il faut savoir ce qui existe sur le marché, il faut avoir une veille approfondie, tout en en étant détaché, et en se posant la question si c'est vraiment ça qu'il vous faut. Merci. Pour BPI, vous avez fait, je crois, vous avez dit 150 ou 300 diagnostics. Oui. Est-ce qu'il y en a une synthèse? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la top shortlist des 5 idées géniales qui ont marché chez tout le monde et dans le même genre, les 5 qu'il ne faut jamais faire parce que ça ne marche pas du tout? 5 idées géniales, je n'ai pas forcément. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quels sont les 5 freins principaux que rencontrent les dirigeants. Le premier, c'est le temps. Le fait qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir là-dessus. Donc la première idée qu'on pourrait avoir géniale et qui ne coûte pas forcément cher, là je m'adresse réellement à des dirigeants d'entreprises de PE, PME, donc qui n'ont pas forcément de responsables R&D ou qui n'ont pas forcément toutes les compétences réunies autour. Prenez quelqu'un qui sort d'une école bien formée avec un master, faites-le réfléchir et demandez-lui en tant que dirigeant de venir vous rencontrer fréquemment et vous le faites bosser.
C'est pas forcément un coût cher. J'ai vu dans une entreprise de 10-15 personnes quelqu'un qui le faisait avec un alternant. Deuxième sujet, c'est méconnaissance des technologies. Mais avant ça, il y avait déjà le sujet, quels sont mes enjeux principaux? Où est-ce que je veux mettre de la technologie? Où est-ce que je veux mettre une partie de mes investissements? Donc ça, c'est le deuxième sujet qui était adressé. Le troisième sujet, manque de ressources ou méconnaissance des retours d'investissement. Donc là, on a vu qu'à travers la notion de frugalité, d'aller chercher sur ces enjeux principaux, de commencer à mettre en place des sujets d'organisation, d'amélioration des flux. On intervient sur les hommes, les femmes, les organisations, et dans un deuxième temps, et seulement dans un deuxième temps, lorsqu'on a engrangé quelques retours sur investissement, on a la possibilité d'investir. Sur des solutions, je dirais, technologiques, première chose, c'est d'avoir un ERP qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas quand on fait le bilan sur les 350 entreprises qu'on a questionnées. Il y en a 80% qui avaient correctement un ERP qui satisfaisait à leur enjeu, à leurs besoins. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. J'y crois pas. Bon. Ensuite, sur les autres sujets qui arrivaient derrière, Kobo Robot, des solutions assez simples. Et puis 10% sur lequel il y avait des briques techno à pousser qui étaient spécifiques à chaque entreprise. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, merci. J'avais une question concernant, vous avez pointé la cartographie, qui est un point important. Aujourd'hui, il y a un verrou technologique au niveau des Digital Twin of Organization qui sont basés sur ces modèles, qui est l'adéquation entre les ressources humaines, les process et les systèmes d'information. Et le BPMN, il a des limites dans cette intégration. Donc, quelles sont les technologies que vous utilisez? Alors, moi, quand je fais une cartographie, les technologies que j'utilise sont les suivantes. J'utilise le cerveau des collaborateurs de mon client. Donc, ça veut dire qu'on fait un tour de l'usine et on remonte le flux, ce qu'on a fait chez Thomas, mais ce que je fais quasiment chez tous mes clients. On remonte le flux avec le responsable industriel, les chefs d'équipe, et on interroge les opérateurs, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le terrain, parce que c'est sur le terrain, par exemple, j'ai vu chez un client que le goulot, il n'était pas là où mon client le pensait, mais là. Pour moi, c'était criant. Et mon client, et ce qui était étonnant aussi, c'est aussi sur le terrain que j'ai vu que la personne qui était censée être au poste, elle faisait des allers-retours dans toute l'usine pour aller chercher une pièce à droite, une pièce à gauche. Sur un goulot, on ne peut pas se le permettre. Donc, la première chose, c'est le terrain et la discussion avec les collaborateurs. Et en général, on passe une journée entière avec les clients sur le terrain. Et à la fin de la journée, je vous garantis que tout le monde est enchanté parce que tout le monde a redécouvert son usine. Et après, le temps gagné, il est colossal parce que les gens sont embarqués dans le diagnostic, dans l'état des lieux, sont embarqués dans les solutions. Et en plus, quand on a pris la journée à les écouter, je peux vous dire qu'ils sont hyper motivés. Donc ça, c'est le premier outil que j'utilise, technologique. Deuxième outil technologique que j'utilise, c'est un brown paper. Donc c'est un grand papier marron avec des post-it. Et à la fin de la journée, on se met autour et on réécrit. OK, il y avait combien de pièces là, il y avait combien de pièces là, etc. Et là, on est dans l'humain, on est tous autour. Et il se passe des choses. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une VSM comme ça, chaque fois le matin, j'ai la boule au ventre parce que je me demande ce qu'on va trouver. Chaque fois le soir, je dis c'est bon, c'est parti, on va avoir une belle mission. Merci de votre écoute et belle fin d'après-midi à tous. Merci.